Bonjour à tous et bienvenue à Legal Club Sandwich, votre rendez-vous tous les 15 jours pour parler de sujets qui nous intéressent, nous, la communauté juridique, mais à la cool. Et donc, aujourd'hui, on est absolument ravis de vous retrouver pour cette avant-dernière émission, et oui, de la saison 4. L'émission dans 15 jours sera la dernière de la saison et on fera planer tout l'été le mystère de savoir si on revient en saison 5, même si je crois que vous ne nous croyez plus maintenant quand on essaie de faire planer ce mystère. Voilà, je pense qu'il y a de fortes chances que vous nous retrouviez en saison 6, mais on en reparlera dans 15 jours. Donc aujourd'hui, eh bien, on est absolument ravis de vous retrouver. Je suis entouré de chroniqueuses et d'une invitée donc je suis très bien entouré aujourd'hui. Et donc je retrouve Audrey et Lindia, mes chroniqueuses de choc, à qui je vais demander tout de suite comment elles vont. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous vous présentez peut-être à ceux qui ne vous connaissent pas encore? Audrey? Lindia, ok. Je l'essaye par Lindia, mais je commence du coup. Alors pour ma part, donc au-delà de retrouver mes co-chroniqueurs préférés du coup tous les 15 jours, je suis en fait chasseuse de tête chez Fed Legal, qui est le cabinet de recrutement juridique et fiscal. J'y suis en charge des recrutements de directeurs juridiques et fiscaux et de leurs équipes. Je suis entourée aussi, côté Fed Legal, d'une super équipe, donc j'ai beaucoup de chance. Et je travaille pour des clients très variés qui vont de la start-up au groupe du CAC 40. Et au-delà de ça, j'ai co-créé avec Pierre Landy ici présent, donc on a plein de projets ensemble du coup, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech, qui compte aujourd'hui, j'ai regardé, 445 membres. Donc, si vous êtes juriste dans la tech ou en start-up et que vous ne faites pas partie encore du Fleet Network, il faut absolument que ça change. Donc, contactez-nous, Pierre et moi, pour rejoindre cette formidable communauté. À toi, Lindia. Bonjour à tous, moi c'est Lindia, je suis coach et formatrice en communication depuis maintenant 15 ans. J'accompagne mes clients et leurs équipes sur leur prise de parole, que ce soit en média training ou en coaching individuel. Et je propose également des formations au théâtre pour travailler sur scène, qui est révélateur de personnalité. Et c'est bien là le sujet qui m'intéresse. Travailler avec la personnalité de chacun pour trouver et ciseler une communication qui vous ressemble. Alors, je suis également certifiée en Process comme modèle, un outil formidable pour comprendre les codes de la communication et que tout se joue bien au-delà des mots. Et ça fait partie de la chronique d'aujourd'hui, d'ailleurs. Merci Lindia. Juste avant qu'on accueille notre invité, je vais me présenter. Donc moi, Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai surtout fait toute ma carrière dans des grandes entreprises, Disney pendant 8 ans, dans un premier temps, tant dans le parc que dans les films. Et puis après, pendant 15 ans chez Yahoo, en tant que notamment directeur juridique IMIA. Et puis après, j'ai fait diverses initiatives comme co-créer l'Alliance d'avocats européenne &Co, qui est présente en Italie, en Allemagne, au UK, en Espagne et bien sûr en France. Et on essaie de fournir des services juridiques mais en étant des juristes externalisés, donc en étant aussi pragmatiques, parce qu'on vient tous de Yahoo d'ailleurs, c'est toute mon ancienne équipe. Et donc on connaît vraiment bien la tech et les entreprises qui ont besoin d'avocats externes qui soient extrêmement pratiques dans leur approche. Donc ça, c'est une des choses que je fais. Et puis j'ai aussi travaillé chez Ledger, qui est une des 25 licornes françaises, où j'ai monté l'équipe juridique. Avant de me lancer, voilà, il y a quelques années, dans ce qui me passionne et m'anime aujourd'hui, c'est l'executive mentoring. Et j'accompagne beaucoup de directeurs juridiques, d'équipes juridiques, d'ailleurs pas que, aussi parfois des départements autres que ces équipes-là, pour développer leur leadership, leur savoir-être, la communication en tant qu'équipe de direction, en tant qu'équipe juridique. Et c'est un sujet qui me passionne parce que je pense sincèrement que tout commence par les hommes et les femmes, bien sûr, pour qu'une équipe fonctionne. Voilà, donc ça c'est pour moi. Et donc maintenant que vous nous connaissez un tout petit peu plus, eh bien, on va accueillir aujourd'hui notre invitée qui est donc Caroline Fink. Comment ça va, Caroline? Très bien, merci Pierre. Merci à tous les trois de m'accueillir pour ce webinaire. Je suis ravie. Parfait. Est-ce que tu nous en dirais pas un petit peu plus sur toi, ta vie, ton œuvre?
Avec grand plaisir, de manière assez concise, pour ne pas prendre trop de temps sur les débats. Alors, donc, j'ai 45 ans, je vis à Paris, j'ai 2 enfants. Je suis avocate de premier métier, entre guillemets. Je suis restée pendant à peu près 8 ans, un peu plus de 8 ans en cabinet d'affaires anglo-saxon à Paris, en M&A et contentieux des affaires et corporate, avant de rentrer en entreprise au sein du groupe Yoplait. J'avais fait mes études à Paris 12 et puis à la Sorbonne, et puis une petite incursion à Londres en LLM à la LSI pendant 1 an. Et donc, au bout de 8 ans, j'ai souhaité rentrer en entreprise. Donc, d'abord comme juriste, comme responsable juridique international chez Yoplait, sur toute la partie franchise industrielle, contrats internationaux, etc. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'évoluer en interne au moment du rachat de Yoplait par General Mills. Et j'ai pu prendre, au bout de quelques temps, donc la direction juridique de la France. Voilà, donc j'y suis restée 11 ans. Et puis, depuis début 2022, j'ai donc quitté General Mills et j'ai pris la direction juridique du groupe SGD Pharma, qui est une ancienne filiale de Saint-Gobain et qui est spécialisée dans la fabrication d'emballages primaires en verre pour l'industrie pharmaceutique, et donc qui est leader mondial du marché en verre moulé de type 1. Voilà, donc je suis passée d'une fonction de directrice juridique de filiale française d'un grand groupe américain coté aux États-Unis de plusieurs milliards de dollars, à une fonction de direction juridique de groupe d'un groupe français cette fois-ci, de taille intermédiaire, toujours de dimension internationale, puisqu'on a des activités en Chine, en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, mais avec donc un rôle un peu plus entrepreneurial. Donc, voilà. Super. Et en fait, Caroline, on a été ravis de te rencontrer. Et lorsqu'on a commencé à échanger pour préparer cette émission, parce que oui, on prépare l'émission, les amis, on vous délivre un grand secret. Et lorsqu'on a préparé l'émission, on s'est dit qu'un sujet qui serait vraiment sympa à aborder, dont on n'a pas encore parlé dans le Google Plus Sandwich, c'est un petit peu ce rôle du juriste local dans un grand groupe versus comment on se positionne quand on est comme ça dans un groupe où voilà, on est au local et il y a des powers to be dans un autre pays ou dans un headquarter. Et donc, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai moi-même connu, donc je suis ravi d'être l'animateur cette semaine, cette position, en étant moi-même chez Yahoo en charge de l'Europe et du Moyen-Orient avec une direction aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message à nos auditeurs aujourd'hui? C'est vrai que le sujet m'a semblé intéressant pour avoir été avoir été et être des deux côtés en fait de la barrière, si je peux dire. Et en fait, c'est vrai que en tant que juriste local, jusqu'à mon expérience chez SGD Pharma, j'ai parfois pu faire le constat qu'on a souvent le sentiment d'être un peu éloigné du cœur du réacteur. On a souvent des difficultés à faire comprendre en centrale les enjeux juridiques qu'on rencontre au niveau local ou de contribuer à la stratégie juridique globale. Et puis souvent, on peut aussi souffrir d'un manque de moyens par rapport à des équipes au siège qui sont très staffées pour mettre en œuvre une stratégie qu'on développe ou des objectifs donnés. Et donc, ça m'a paru important de partager un petit peu mon expérience et de venir témoigner pour dire que oui, c'est possible d'exister et surtout d'évoluer en interne. Et je serais ravie de vous donner quelques exemples où j'espère avoir réussi à faire la différence en tant que directrice juridique France vis-à-vis de mon siège aux États-Unis. Parfait, alors on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Donc, quelles sont les difficultés, les écueils auxquels tu as pu faire face en tant que juriste local quand tu étais dans cette position? Alors, pour la première chose qui me vient à l'esprit et qui est assez compliquée, notamment par rapport à des actionnaires ou des juristes qui sont localisés à l'étranger en centrale, c'est la spécificité française. On est quand même dans un cadre juridique français ou européen d'ailleurs extrêmement complexe et sa perception et sa compréhension par les étrangers n'est vraiment pas évidente à traduire. Je pense à 2 exemples. Je pense par exemple à la loi Egalim en agroalimentaire. On a eu une très forte intrusion du politique dans le libre fonctionnement du marché. C'est une loi extrêmement complexe en plusieurs volets. Je pense également au niveau européen au GDPR, donc le règlement général sur la protection des données, en 2018, qui n'existait pas aux USA. Donc, on fait un peu figure d'épouvantail souvent en France avec des lois très complexes. Donc, c'est toute la compréhension autour de ça qui est un enjeu, qui a été un enjeu pour moi.
Je pense également au traitement au niveau central de certaines problématiques juridiques locales, soit parce qu'un sujet est stratégique, soit parce qu'il y a un certain niveau de risque, ou parce qu'on a une absence de ressources suffisantes au niveau local. Et donc, parfois, on se retrouve avec une mise en œuvre d'une loi nouvelle locale au niveau central ou une gestion de gros contentieux au niveau central, alors que c'est un contentieux local. Et effectivement, la réponse, la centralisation, ce n'est pas toujours la réponse à tout. Autant il peut ne pas y avoir de sujet quand une réglementation similaire existe déjà au niveau central, il doit simplement être adapté au niveau local. Je pense par exemple au FCPA et à la loi Sapin 2, mais c'est beaucoup plus compliqué quand il y a une réglementation nouvelle au niveau local qui est propre à une zone géographique donnée. Et donc, sur la mise en œuvre, on peut se retrouver avec une mise en œuvre au niveau central qui peut être un peu plus approximative. Et c'est aussi plus compliqué pour le juriste local d'aider à mettre en œuvre de façon adaptée. Et puis, je pense à un troisième point aussi, c'est plus un point de compréhension de la répartition des rôles entre le juridique central et le juridique local, qui peut parfois être source de frustration de ne pas pouvoir gérer en direct certains sujets locaux. Non, c'est absolument vrai. Puis alors, d'ailleurs, il y a une chose amusante quand tu dis ça qui me fait penser, c'est parfois aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que autant le central peut ne pas avoir aucun souci à ne pas vouloir comprendre un truc local, mais parfois ils n'ont aucun problème à imposer quelque chose de central au local, dans l'autre sens. Absolument, qui n'est pas forcément adapté ou pas forcément pertinent. Et donc, c'est vrai, voilà, on se retrouve… pas de recrutement d'Iraniens ou pas de recrutement dans certains pays parce qu'une boîte américaine ne peut pas et on se retrouve avec des réglementations. Enfin, voilà, ça donne parfois des sources de frustration vraiment, comme tu le dis. Et alors, du coup, comment est-ce que tu as réussi à résoudre ces difficultés, cette espèce de communication parfois un peu compliquée? Alors… déjà, sur la complexité du cadre juridique français, en fait, moi, j'ai toujours adopté la même technique que mes opérationnels, c'est-à-dire vulgariser au maximum les choses en faisant des présentations les plus simples possibles et les plus concises possibles, en allant à l'essentiel pour faire comprendre, en fait, en étant vraiment limité, quels sont les points critiques et où on doit porter l'effort en termes de temps, de coût, d'énergie. Donc, vraiment un travail de simplification, de vulgarisation et de compréhension et aussi d'être extrêmement didactique, encore plus didactique peut-être avec des interlocuteurs étrangers dans l'explication des risques, dans les délais de mise en œuvre, dans le plan d'action qui doit vraiment être extrêmement concret et activable. Exemple, Caroline, là-dessus, justement? Alors, oui, alors j'ai effectivement un exemple, alors toujours pour rebondir sur cette fameuse loi Egalim qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, ça ne parle peut-être pas à tous nos interlocuteurs, mais bon, c'est une loi très politique qui a eu pour objet de redistribuer au sein de toute la chaîne de valeur agroalimentaire les profits. Et donc, c'était une loi qui était extrêmement compliquée, qui a eu lieu donc en plusieurs étapes, en plusieurs années. Et donc, la façon dont j'ai fait comprendre le cadre juridique français, c'est d'abord déjà au niveau local de faire comprendre aux opérationnels impliqués, donc aux équipes commerciales, quelles étaient les conséquences de ce texte. Donc, c'était vraiment d'abord un travail conjoint avec l'équipe commerciale pour retranscrire en termes business la complexité du texte. Et ensuite, il y a eu un travail de synthèse, donc une loi qui était en multi-volets, multi-aspects, un travail de synthèse en peut-être quelques slides pour une présentation en CODIR au patron à la patronne de la région Europe à l'époque, en quelques slides, voilà quels étaient les enjeux business. Et on l'a fait de manière, je pense, suffisamment réussie avec l'ensemble des équipes, à tel point que c'est devenu d'abord la priorité numéro 1 de la France et que c'est remonté effectivement en priorité, en top priorité aux États-Unis parce qu'effectivement, c'est une loi qui avait des implications commerciales extrêmement impactantes. Donc, voilà, donc vraiment partir du local, simplifier et puis aller à l'essentiel et surtout s'appuyer sur les équipes business, puisqu'en fait, effectivement, c'est par le business que tout se fait. Quand tu dis s'appuyer… Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, Audrey.
Non, vas-y, Pierre, je sentais que tu avais une bonne question. Non, non, je dis, quand tu dis s'appuyer sur les équipes business locales, c'est-à-dire leur demander d'être le porte-parole quand tu sens que ça bloque au niveau central, de leur dire, non, mais expliquez-leur que vraiment tous les concurrents font comme ça, c'est-à-dire d'avoir un espèce d'autres sons de cloche, que juste Absolument. le legal pour que ça fasse pas trop, c'est mon précaré, mais que ça vienne de, non, non, là, il faut vraiment que vous laissiez mes juristes travailler. C'est ça un petit peu l'idée? Absolument, Pierre. Enfin, moi, je pars du principe qu'effectivement, c'est vraiment un co-travail et que, voilà, je pense que la compréhension en fait, d'un texte passe surtout par les implications et les enjeux business. Et donc, c'est très important de quantifier, de faire un benchmark par rapport à la concurrence, à la façon, voilà, en se disant, en réfléchissant sur si nous, on ne le fait pas, peut-être que les autres vont le faire. Donc, il faut absolument qu'on ne se laisse pas devancer. Qu'est-ce que ça peut avoir en termes d'impact financier, en termes de, je sais pas, de chiffre d'affaires, de marge, etc. Donc, vraiment avoir cet enjeu business, cette approche business qui font qu'en parlant chiffres à un patron de région, tout de suite, voilà, on attaque par un autre biais que le biais juridique qui peut être un peu ennuyeux, et donc pour faire comprendre voilà, l'importance d'un texte. Et donc, effectivement, je pense que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, la meilleure approche. Ok, Caroline. Et alors, tu nous parlais de l'inverse aussi, quand les sujets sont traités par le central, d'une problématique en local, justement, plus cette spécificité, je ne crois pas que tu l'as abordée, il me semble. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu l'inverse aussi? Alors, si je comprends bien, ce serait par exemple une mise en œuvre au niveau local d'une politique centrale, c'est ça, Audrey? Oui, bah, effectivement, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que toujours servir de relais au niveau central, c'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui est politique d'éthique et compliance, qui sont des politiques souvent globales, effectivement, tenir compte de la spécificité locale et puis, le cas échéant, remonter les enjeux locaux, demander une adaptation pour que ce soit pertinent au niveau local, parce qu'on peut avoir parfois un déphasage entre la politique globale et la politique locale. Et donc, effectivement, les contraintes locales peuvent être plus importantes que les contraintes globales. Et donc, il faut absolument qu'on soit conforme voilà, au texte. Et donc, je pense à la loi Sapin 2 notamment. Bon, effectivement, il existait déjà des choses, bien sûr, en tant que groupe américain extrêmement substantielles au niveau central. Et donc, on a fait un travail, en travaillant avec les équipes centrales, on a fait un travail d'adaptation au niveau local, bien sûr, de ces textes. Okay. Très bien. Alors moi, Caroline, j'ai une question. Quels sont justement tes conseils pour faire sa place? Alors, effectivement, au niveau, alors moi, ce qui m'a vraiment aidé, je crois, dans mon expérience, d'abord, c'est la maîtrise de la langue anglaise. Je pense que, alors, c'est un peu, ça semble un peu idiot en le disant, mais je crois que c'est essentiel. Je pense qu'on ne peut pas économiser le fait de maîtriser le plus possible à l'oral comme à l'écrit une langue. Ça m'a beaucoup aidé dans mon évolution interne. Je crois que le deuxième point, c'est bien sûr de créer une véritable relation de confiance, tant avec ses managers directs qu'avec ses business partners, surtout quand ils sont localisés à l'étranger, qui passent avant tout par des qualités techniques juridiques. Donc, c'est vraiment ce lien de confiance est clé. Et puis, au-delà des qualités techniques, je crois qu'il ne faut pas oublier les soft skills qui sont fondamentales. On en parle de plus en plus, mais le premier conseil que je pourrais donner au niveau des soft skills, c'est vraiment de constituer un réseau interne, donc un networking, que ce soit avec les équipes juridiques du siège, mais également avec les équipes business, et donc de privilégier les échanges, bien sûr toujours plutôt par visio que par email, parce que c'est important de se voir virtuellement à distance pour créer du lien. Donc voilà, ce networking. Le deuxième conseil que j'aurais peut-être, c'est la communication. Je crois que c'est fondamental de communiquer sur ce que l'on fait et ce qu'on a mis en place. Alors, par exemple, quand on fait des formations, indépendamment du type de formation qu'on fait, c'est surtout de quantifier, c'est-à-dire combien de participants au niveau local on a formé, et de remonter cette information, parce que les chiffres sont toujours très parlants. De la même manière, quand on réalise des économies, quand on renégocie une police d'assurance, quand on récupère de l'argent dans le cadre d'une transaction, quand on
voilà, quand on réussit à se faire indemniser d'un sinistre, etc., je crois qu'il faut vraiment faire comprendre que le juridique n'est pas qu'un centre de coût, mais peut aussi être un centre de profit et de quantifier voilà, le gain, en fait. Ça, je pense que c'est ne pas hésiter à le communiquer. Ça, je crois que la communication est essentielle. Et puis, ça permet aussi de donner de la visibilité, c'est-à-dire que, par exemple, se porter volontaire sur des sujets qui sont clés dans les valeurs d'un groupe pour se faire connaître et se rendre visible et donc communiquer là-dessus, ça permet bien sûr de se faire connaître. À titre personnel, j'ai eu l'occasion de faire partie d'un groupe de femmes qui étaient leaders des fonctions juridiques, donc avec la directrice adjointe du groupe pour travailler sur des thèmes comme le leadership, l'influence en tant que femme, qui plus est sur une fonction de support. Et donc, ça m'a permis de rencontrer d'abord mes homologues aux États-Unis, de rencontrer cette femme et d'abord de bénéficier bien sûr de ses conseils précieux, et puis voilà, et puis de faire un maillage, un réseau. Donc, ça, je pense qu'effectivement, être volontaire sur ces sujets-là, comme ça pourrait être sur un Women's Forum, comme un groupe de travail sur l'inclusion, la diversité, sur la RSE. Je pense que ce sont des initiatives qui sont en marge du travail quotidien, mais qui sont très importantes dans la culture d'entreprise. Et en tant que juriste, on ne le fait pas assez. Et je pense qu'il faut effectivement voilà, se donner les moyens de le faire pour se faire connaître. Et puis mon troisième conseil, ce serait vraiment d'avoir toujours une approche extrêmement business des enjeux juridiques. Et comme tu le disais, Pierre, de s'appuyer sur les équipes business locales pour faire remonter les difficultés et influencer au niveau central. Notamment parce que, par exemple, pour débloquer un budget de support externe, quand on n'a pas de possibilité de recrutement interne. Et donc là, dans ce cas-là, on s'appuie sur les priorités du business, sur les enjeux commerciaux que ça peut avoir pour une technicité particulière pour faire débloquer, par exemple, un budget de conseil externe. Voilà, donc l'approche business, il ne faut pas oublier que le juriste est avant tout un business partner. Ce que tu disais est hyper intéressant sur la partie marketing aussi, parce qu'on en a parlé il y a 15 jours avec notre invité Arthur Sauzé, qui est fan de ce sujet, justement, comment se marketer en interne et en externe. Et ce que tu dis est vrai aussi quand on est en effet en local, il faut marketer sa direction juridique, ce qu'on fait au quotidien, encore plus pour justement communiquer là-dessus. Et ce n'est pas simple pour un juriste, parce que le juriste n'est pas toujours le meilleur communicant. Donc, effectivement, je pense qu'il faut vraiment faire ce travail-là et c'est important. Et alors, tu as connu les deux, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as connu justement être juriste local et aujourd'hui, tu travailles avec des juristes locaux. Donc, quelles sont tes attentes aujourd'hui en tant que directrice juridique vis-à-vis de tes juristes au sein des différentes juridictions ? Alors, c'est vrai que effectivement, j'ai des juristes en Inde et en Chine notamment. Alors, j'allais dire qu'elles sont un peu identiques à celles que j'ai vis-à-vis de mes collaborateurs qui sont au siège, mais elles sont forcément accrues en raison de l'éloignement géographique. Et donc, moi, ce que j'attends effectivement avant tout, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que le juriste local joue vraiment un rôle d'alerte très proactif sur des sujets, donc de les remonter, de remonter l'information en temps utile pour ne pas se laisser surprendre et donc ne pas surprendre notamment les équipes business quand il y a une loi nouvelle qui sort, etc. Donc vraiment ce travail de proactivité, de ne pas avoir peur de poser des questions et de montrer qu'on est rentré dans le sujet très en amont et bien sûr de laisser le moins de place possible à l'approximation parce que quand on est juriste en centrale, on ne maîtrise pas le droit local et donc on peut être dans une situation d'inconfort et donc de savoir qu'on a un juriste en local qui anticipe, qui remonte l'info en amont et qui prend les sujets à bras-le-corps, je pense qu'effectivement, ça crée d'abord cette fameuse relation de confiance dont on parlait tout à l'heure. Il y a évidemment tout ce travail de partage de l'information de manière exhaustive et transparente. Je pense que j'attends aussi, moi je le fais de mon côté, je mets en place des points de suivi, mais effectivement, du côté local, effectivement, de mettre en place ou de demander des points de suivi réguliers, d'être force de proposition, de recommandation ou de solution. Par exemple, quand on a fait effectivement du contentieux, on peut recommander, on est quand même le mieux à même en termes au niveau local de recommander une stratégie judiciaire, par exemple, quand on a fait du contentieux. Donc, ce n'est pas
voilà, c'est quand même, on connaît bien le fonctionnement des juridictions et donc on est bien placé. Et puis, une attente importante aussi, je pense qu'en termes de construction de la stratégie juridique globale, c'est vraiment d'avoir un exercice du local de bottom-up, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours un exercice top-down de descente de l'information du central vers le local. Je crois que l'attente, c'est aussi une vraie participation des juristes locaux pour remonter les sujets, remonter les problématiques, co-construire une stratégie juridique globale. Et donc, ce travail de co-construction et de contribution du juriste local est essentiel. Donc, voilà, ne pas avoir peur de lever les sujets et d'attirer l'attention et de communiquer, de parler pour faire remonter au niveau central ces problématiques. Justement, Caroline, comment tu les intègres en tant que manager et leader de la fonction juridique? Alors, c'est vrai que c'est un sujet, le sujet peut-être le plus complexe en tant que manager, en tant que leader de fonction juridique, mais c'est aussi, à mon sens, avant tout le rôle du manager de savoir faire exister ses équipes locales et de les impliquer pleinement dans la vie du groupe. Alors concrètement, ce que j'ai retiré de mon expérience, c'est que c'est de laisser autant que faire se peut la mise en œuvre de certaines réglementations au niveau local, en s'appuyant, si besoin, sur ce qui existe au niveau central. Je pense par exemple au GDPR Chine. On a un exemple, voilà, la Chine va adopter bientôt une réglementation de protection des données, adopter, en 2021 une protection de réglementation des données qui est en train d'être effectivement mise en œuvre. Et donc, moi, l'idée, c'est vraiment de laisser à la manœuvre ma juriste en Chine sur la mise en œuvre de cette problématique qui est purement locale et bien sûr de s'appuyer sur ce que nous, on a fait déjà au niveau Europe et France, au niveau du GDPR, voilà, pour lier des… Donc, ça permet quand même à ce moment-là, ça permet, me semble-t-il, une autonomisation, une responsabilisation des équipes au niveau local qui est fondamentale et qui est fondamentale aussi voilà, pour les mettre en avant. Je pense que c'est aussi le rôle d'un leader de fonction de mettre en avant ses équipes quand il y a des choses qui sont faites sur la significative et impactante pour le groupe. Et puis, une autre façon de les intégrer, c'est bien sûr de partager avec eux régulièrement les résultats business. Je crois que c'est clé. De faire des réunions hebdomadaires en visio pour créer de la cohésion, pour remonter les difficultés rencontrées et partager les bonnes pratiques. Et puis, voilà, et puis d'être disponible et joignable à tout moment en cas de besoin. Donc, voilà, c'est vraiment… J'essaie d'avoir un rôle intégrant, de les tenir informés, de leur donner du feedback le plus possible et puis, voilà, et puis de les mettre en avant et les valoriser le plus possible. Pour terminer, Caroline, le nombre de juristes dans ton équipe? On est une équipe compacte. Nous sommes 4 juristes. Alors, une juriste en Chine, une juriste en Inde, un responsable juridique en France et moi-même. D'accord. Et une assistante, bien évidemment, qui nous aide sur tous les sujets. N'oublions jamais les assistantes sans absolument, qui absolument pas, qui sont souvent le cœur du réacteur dont tu parlais tout à l'heure. Écoute, merci beaucoup Caroline d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui sur c'est un sujet passionnant et qui effectivement n'est pas si souvent discuté. Et donc j'indique à nos auditeurs et spectateurs qu'ils peuvent nous poser des questions pendant les chroniques, car si vous êtes nouveau à Club Sandwich, eh bien, il y a des chroniques tous les 15 jours, soit faites par Audrey ou moi, soit faites par Lindia. Et aujourd'hui, on va justement commencer par l'India. Et qui dit chronique à Legal Club Sandwich, ça c'est une tradition depuis le premier épisode, dit jingle. Et voici le jingle de l'India. Merci Pierre, quelle réactivité. Alors Caroline, justement, tu nous parlais de communication, hein, le cœur souvent des problématiques ou en tout cas la communication qui nous permet de ne pas rentrer dans la mécommunication, je vais y arriver,
pour éviter tous les conflits. C'est le cœur de mon sujet aujourd'hui, puisqu'on continue nos épisodes sur la ProcessCom modèle. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent entendre la présentation du modèle, je l'avais fait sur l'épisode 39. Les derniers épisodes 40 et 41, on avait fait un focus sur les bases empathiques et les bases énergiseurs. Aujourd'hui, on va parler des bases promoteurs. Alors, les deux grands piliers de la ProcessCom modèle, pour rappel, la manière de dire les choses a plus d'importance que ce que je dis. Et dans un second temps, le deuxième pilier, nous développons tout au long de notre vie plus ou moins des 6 types de personnalités. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va reparler de la chroniqueuse qui s'appelle Roxane, base promoteur. Les bases promoteurs, c'est 5% de la population, c'est les moins représentés en ProcessCom, avec 60% d'hommes. Les caractéristiques des bases promoteurs sont des personnes qui perçoivent le monde à travers le filtre de l'action. C'est-à-dire qu'ils commencent par agir et ensuite en se disant « on verra bien ». Donc, beaucoup d'intuition chez le promoteur. Lorsque dans une équipe, d'ailleurs, vous avez une base travaillomane, analyseur, et une base promoteur, souvent, ça fait des étincelles. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui va traiter son collègue de fou furieux lorsque l'autre va le traiter de bourrin. Et on le voit réellement avec ces mots-là. Hein. Moi, je l'ai vu dans des équipes. Il y en a un qui dit « on y va », alors que l'autre va dire on va analyser tout avant de démarrer. Donc, forcément, ça ne peut pas aller. L'autre va dire non, on commence par réfléchir, on élabore le plan d'action et lorsque le plan d'action est prêt, on s'y met. Donc, sauf qu'il y en a un qui a besoin de penser avant d'agir. Ça, c'est l'analyseur. Le promoteur, lui, a besoin d'agir et d'adapter en fonction du résultat de l'action. Alors, les points forts de notre promoteur sont adaptables. Il s'adapte à tout un tas de situations. Il s'adapte, il peut se retrouver à l'Élysée, il peut se retrouver au Salon de l'Agriculture, il peut se retrouver dans une usine au fin fond de la Chine, comme tu le disais, Caroline. Aucun problème pour lui. Il est charmeur, charismatique, c'est un leader né en général, et il est plein de ressources. Toujours des idées à proposer. Alors, ça peut vous faire penser à certains hommes politiques qui nous entourent, hein, bien évidemment, et puis aussi beaucoup de dirigeants d'entreprise et également dirigeants de start-up, bien sûr. Donc, beaucoup de profils d'entrepreneurs. La question existentielle de la base promoteur, suis-je vivant ? Ils ont besoin d'une vie forte et intense, besoin de se brûler les ailes, parfois même d'aller toucher la limite. Le premier degré de stress pour la base promoteur, il ne supporte pas les gens qui sont dépendants. Il aime que les gens se débrouillent seuls. En gros, c'est j'ai mis 1 million d'euros sur la table, maintenant vous vous débrouillez. Vous n'avez plus besoin de moi. Ça, c'est ça. Premier degré de stress de la base promoteur. Et le deuxième degré de stress, il a tendance à manipuler et prend des risques dangereux pour sa santé, parfois, et avec la justice, souvent. Je parle à nos amis avocats et juristes. Donc, ça peut vous faire penser, encore une fois, à certains hommes politiques qui nous entourent, et vous ne tromperez pas. Donc, comment on se connecte à une base promoteur ? Eh bien, on lui donne des challenges et des défis à court terme, parce que c'est ça qui le motive, c'est ça qui le fait vibrer. Et puis surtout, on va droit au but avec lui. Ce n'est pas la peine de lui envoyer des messages, des mails à rallonge, il ne les lira pas. Envoyez-lui des phrases courtes, parlez-lui avec des phrases courtes, allez droit au but, soyez direct. Et surtout, donnez-lui du challenge, donnez-lui du défi, c'est ça qu'il attend de vous. Est-ce que parmi vous, Audrey, Pierre ou Caroline, vous avez identifié des bases promoteurs ? On en connaît tous, hein. En tout cas, j'imagine ce genre de personnalité, je les vois bien dans des services commerciaux, des sales, voilà, dans ces équipes commerciales. C'est là que je les imagine bien, les bases promoteurs. Moi aussi, je pense qu'il y a plus personne, du coup, oui. Ok. Je confirme. Ça vous parle. Ça On me en a parle. forcément autour de nous. Et n'oublions pas que même si nous n'avons pas la base promoteur, en tout cas, elle fait partie de notre structure de personnalité. Elle est, mais peut-être à un degré assez faible, dans notre structure de personnalité. Alors, un personnage mythique, évidemment, français, dont on peut parler, on peut se le permettre, c'est Bernard Tapie.
Bernard Tapie, basse promoteur pur et dur. Voilà pour moi. Ben, écoute, merci Lindia. Et donc, si vous voulez plus en savoir sur la ProcessCon, d'abord, il y a des tas, de vidéos sur YouTube qui vous donneront un petit peu d'explications, mais surtout remonter dans quelques émissions, comme l'a dit Lindia, où on a commencé en expliquant le modèle. C'est vraiment un outil absolument génial. Et d'ailleurs, je vois que Florence en parle. Vraiment, quand on a compris les canaux de communication des uns et des autres, c'est vraiment, ça peut résoudre tellement de problèmes au sein d'une équipe, juste qu'on comprend qu'on ne communique pas tous de la même manière et voilà, et donc c'est très très intéressant. On n'a pas encore parlé, je crois, de mon profil, Lindia, mais on en a parlé, on en a plus. La semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière. J'étais encore sous morphine, alors c'est pour ça. J'étais encore sous morphine. J'étais encore sous morphine. Ça aussi, c'est expliqué la semaine dernière, enfin la dernière fois. Vous regarderez. Et ben voilà. Si vous voulez savoir mon profil, vous allez voir celui de la semaine dernière, de la dernière fois. Voilà, quand on était avec Arthur. D'ailleurs, j'ai mis le lien avec Arthur la dernière fois. Alors, on enchaîne tout de suite avec Audrey pour sa chronique. Audrey, généralement, nous parle recrutement. Et donc, à toi, Audrey. Get the fever. Merci Pierre, donc j'espère que tu écouteras cette chronique Pierre, du coup, pour la petite boutade. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de timing dans le recrutement. Les vacances arrivent et donc on se demande si c'est le bon moment pour s'engager dans un process de recrutement. Tout le monde se pose cette question, en tout cas tous les gens qui envisagent de quitter leur job. Alors, il est vrai qu'on s'imagine beaucoup plus lézarder sur la plage, un mojito à la main, ou vos plus belles chaussures de rando au pied, ou encore sur un transat à la campagne, tout plutôt que de passer des entretiens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la visio, maintenant, vous pouvez passer des entretiens partout, tout le temps. En revanche, s'il vous plaît, sans chemise hawaïenne et sans mojito, il faut rester vraiment professionnel. Donc, à partir de ce constat qu'on peut passer des entretiens partout et donc le timing n'est plus forcément une question, j'ai eu envie aujourd'hui de bousculer quelques idées reçues sur cette question du timing dans le cadre du recrutement. Alors, idée reçue numéro 1, il n'y a pas d'offre l'été. En août, je vous l'accorde, ce n'est pas le plus actif, ça c'est vrai. En revanche, il est vraiment important de savoir que les recrutements sont lancés avant l'été pour avoir le maximum de profils de CV pour la rentrée de septembre. C'est comme ça que nous, chez Fait Légal, il y a plein de clients qui nous appellent jusqu'au 31 juillet, hyper motivés, juste avant de boucler leur valise pour le coup et d'éteindre leur ordinateur, pour que nous, pour le coup, on leur trouve des profils durant l'été. Donc oui, il y a encore des choses qui se passent durant l'été, même si ce n'est pas le plus actif au mois d'août. Donc si vous souhaitez changer de job, continuez à consulter les offres, à postuler et à nous contacter aussi. C'est encore possible de trouver un poste même durant l'été. Idée reçue numéro 2. Lors d'un process de recrutement, c'est bien d'être rencontré en premier. Alors oui et non, les deux sont possibles, car vous pouvez avoir un excellent contact avec le manager quand vous êtes le premier à passer, mais parfois il ne sait pas exactement ce qu'il cherche encore. Alors vous essuyez un peu les plâtres et il va vouloir très souvent comparer avec d'autres profils. Et parfois ça peut prendre du temps, voire beaucoup de temps. Et ça n'empêchera pas de vous choisir in fine, mais voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, il faut savoir ça. En revanche, rien ne vous empêche, vous, de le relancer, de lui envoyer un message pour lui indiquer que vous êtes toujours motivé par le poste, ça prend trop de temps justement, et que vous restez à sa disposition pour le rencontrer de nouveau et donc lui rafraîchir les idées vous concernant. A contrario, c'est vrai que vous pouvez être l'outsider, celui qu'on n'attendait pas. C'est arrivé assez récemment justement chez un client. J'avais 2 candidats shortlistés, j'avais passé tous les process de recrutement et mon client s'est dit « Ah tiens, je rencontrerai bien celui que vous m'avez envoyé il y a 6 semaines. » Et en fait, c'est le dernier qui passe justement l'entretien final et pas les 2 autres. Donc, les deux sont possibles. Idée reçue numéro 3. Quand vous vous dites « Oui, le poste m'intéresse vraiment beaucoup, mais je vais quand même attendre de toucher mon bonus avant de partir. » Et là, ça arrive assez souvent, croyez-moi. Je comprends que ce serait dommage de passer quand même à côté d'un très beau poste pour cette raison uniquement, même si évidemment la raison financière se comprend. Ce qu'il est possible de faire, c'est de négocier un welcome bonus pour justement pour vous, voilà, vous y retrouver financièrement. Un de mes candidats l'a fait l'année dernière, ça a marché et ça lui a permis du coup d'avoir un welcome bonus sans pour autant trop perdre financièrement. Attention cependant, certaines entreprises peuvent ne pas être ouvertes. C'est déjà arrivé aussi que cette demande ne puisse pas être très, très bien prise. Et j'ai déjà entendu des clients me dire, avec beaucoup d'aplomb, s'il veut vraiment nous rejoindre, il mettra une croix sur son bonus. Donc, c'est bien de savoir ça aussi. Bon, après, quand il s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'euros, forcément, je comprends que les candidats puissent se poser la question. Dans tous les cas, ce que je conseille, c'est vraiment de vous projeter sur le poste. Avez-vous vraiment envie de travailler dans cette société? C'est la question à vous poser. Et le reste doit être, si possible, arrangé et négocié pour que ça aille dans ce sens. Idée reçue numéro 4.
quand vous vous dites « je relance dès le lendemain de l'entretien ou de l'envoi de mon CV ». Eh bien non, attendez plutôt une semaine. Ça laisse à la société le temps de rencontrer d'autres profils, de faire avancer les choses et on évite le côté harcèlement, de relancer trop vite tous les 2 jours. Et je vous remercie par avance pour ça. En revanche, un mail de remerciement juste après l'entretien est très apprécié et ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que peu de gens le font. Et d'ailleurs, Lyndia et Pierre vont partager une chronique que j'avais faite sur ce sujet, sur les do's et don'ts après un entretien. Idée reçue numéro 5, je prends tout mon temps pour répondre à une offre qui m'a été faite. De toute façon, c'est moi qui le veux. Eh bien non, on n'attend pas justement que vous preniez autant de temps pour vous positionner. En général, une entreprise, quand elle vous fait une offre, elle attend un retour sous 24-48 heures. Donc, pas une semaine entière, c'est beaucoup trop long, surtout dans un marché tendu comme on le connaît aujourd'hui. Alors, soit le poste vous plaît, alors foncez, dites oui tout de suite, pas la peine d'attendre plusieurs jours voilà, pour une question de principe, ou alors expliquez les choses si vous avez des doutes. Il faut être transparent. Vous pouvez le dire tout à fait, j'ai plusieurs process en cours et attends plusieurs autres offres. J'aimerais quelques jours de plus pour me positionner. Voilà, c'est sincère, ça s'entend et ça se comprend. En conclusion, le timing, il est vraiment important dans le recrutement. J'aurais pu avoir plein d'autres idées reçues, mais j'ai décidé de m'arrêter là. Soyez sûr d'une chose, c'est que votre timing, en général, il n'est pas le même que celui de l'entreprise. Donc, il faut faire en sorte que les deux coïncident au mieux. Et parfois, une rencontre professionnelle, elle n'arrive pas toujours au bon moment pour certaines personnes. Et pourtant, je vais citer Bossuet parce que j'ai fait ma petite recherche de citation du coup. Bossuet disait « Le temps fait naître les occasions ». Donc, c'est à vous de les saisir. À toi, Pierre. Merci Audrey, merci, c'était top. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose sur ce que tu as dit. Tu as parlé du welcome bonus, effectivement, lorsqu'on avait un bonus sur lequel on attendait. Ça peut aussi se produire avec les stock options, les actions gratuites, les BSPCE. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement possible de négocier eh bien, quelque chose pour voilà, se faire compenser le fait qu'on laisse sur la table un certain nombre d'actions, de BSPCE, de choses qui allaient vester, etc., par le nouvel employeur. Il y en a qui vont être complètement fermées, comme tu l'as dit. Il y en a d'autres qui vont, du coup, vous en donner plus ou certaines qui seront traitées différemment, qui vont accélérer plus vite que les autres, etc. Donc, en fait, ne faites pas comme votre hôte ici qui a raté une fois une très belle occasion parce que je ne savais pas que c'était quelque chose qui se faisait sur le marché et que je suis resté bloqué sur toutes les actions que j'allais avoir chez Yahoo sans me poser une seule fois la question que en fait, j'aurais très bien pu me les faire racheter. C'est pas grave, je suis ravi d'être resté chez Yahoo. Mais voilà, n'oubliez pas, rien, en fait, tout est négociable. Et puis après, c'est une rencontre entre deux parties, comme le dit Audrey, et puis de volonté. Mais voilà, n'hésitez pas aussi n'ayez pas ces idées reçues que voilà, tout va aller que dans un sens ou dans un autre. Je perds mon bonus, je garde mon bonus, je perds mes stock options, je les garde. C'est, comme je le dis souvent, 50 Shades of Grey, pour citer un grand roman de la littérature américaine. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de vous parler, de vous dire que donc, dans 15 jours, ça sera notre dernier rendez-vous. On accueillera Laurent Tari, qui est le General Counsel de PayFit et qui sera donc notre dernière invitée pour cette saison 4. Voilà. Donc, j'essaie de retrouver de quoi va parler Laurent parce que j'ai un blank, toujours la morphine. Laurent nous parlera de… Si je me souviens bien, on va parler justement du passage je n'ai plus le titre en tête moi non plus. C'est l'agilité. On va parler d'agilité. Voilà. Voilà, on va parler d'agilité. Comme vous le pouvez voir, cette émission est en direct. Donc, voilà, on parlera d'agilité avec Laurent et tout ce que ça recouvre. Ça y est, j'ai retrouvé mes petits. Bon, et bien, on vous souhaite donc une excellente semaine, 15 jours, et on espère vous retrouver nombreux pour notre dernière émission. Et à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, suivre la chaîne Legal Club Sandwich, ajouter le groupe. Et à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Caroline. C'est un plaisir. Au revoir. Merci. You know,